Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire intitulé Handicap et management des singularités. Avant de commencer cette conférence, je vais vous présenter les fonctionnalités de la plateforme Webikeo et notamment l'accès au chat public. Sur la droite de votre écran, vous avez accès à l'onglet chat qui va vous permettre d'interagir avec donc, les speakers durant tout le long du webinaire et notamment pour poser vos questions. Ce webinaire va se passer en deux temps. Un temps donc, de conférence d'environ 50 minutes qui sera animé donc, par Guy Tisserand et un second temps donc, de 30 minutes de questions-réponses. Donc, durant tout le long du webinaire, n'hésitez pas à partager vos réactions et poser vos questions via ce chat public. Je serai donc, moi, le rôle donc, de modérateur. Je vais récolter donc l'ensemble de vos questions pour pouvoir les partager et revenir dessus sur la deuxième partie donc, de cette conférence. Ce que je vais vous demander pour voir si le fonctionnement du chat réagit bien, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? N'hésitez pas de partager donc, votre réponse si tout est OK pour vous. Alors, je vois que le chat marche avec les premiers bonjours qui ont été partagés. Si tout est OK pour vous, vous pouvez marquer, m'indiquer un oui. Parfait, visiblement, ça fonctionne. Mais écoutez, je vais vous laisser la place donc, à Simon Brabant, directeur de l'école 3A, qui va introduire cette conférence. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon webinaire et je reste disponible avec vous pour tous les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer via le chat public. Au revoir. Merci Stéphane, parfait comme à ton habitude. Voilà, donc je suis effectivement Simon Brabant, le directeur de l'école 3A. Je vais être assez rapide, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est l'école 3A. Mais avant cela, j'aimerais simplement remercier Guy et puis son organisation, TH Conseil, d'avoir accepté de collaborer sur cette question de la différence, de la singularité, de la particularité de l'individu. Parce que pour l'école 3A, ce sont des valeurs et il y en a de nombreuses qui se rejoignent dans ce que je viens de dire, l'humilité, l'écoute, l'empathie, liées au management qui sont très chères à l'école. Alors quand je dis que c'est une école, c'est quand même une école, vous l'avez compris, un peu particulière, puis c'est aussi et avant tout un centre de formation, un organisme de formation. En fait, on forme des jeunes en formation initiale, post-bac jusqu'au bac plus 5, mais on forme aussi des professionnels sur des modules courts, sur des actions de PAE, personnes qu'on accompagne, des personnes en reconversion, etc., etc. On forme des professionnels dans le champ de la solidarité et on décrit le champ de la solidarité en fait en 5 axes. On va trouver l'économie sociale et solidaire, on va trouver l'action humanitaire, la coopération internationale, on va trouver le développement alternatif à l'international, on va trouver aussi la finance dite responsable des projets alternatifs et solidaires. Et puis, on va parler aussi, et souvent, et ce sera peut-être le cas d'ailleurs pour toi, Guy, de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Donc, c'est 5 axes qui définissent le champ d'expertise de l'école 3A et le type de profil que l'on forme dans cette organisation. Voilà, je reste tout comme Stéphane disponible. Je reviendrai d'ailleurs pour le temps de questions-réponses, pourquoi pas pour échanger. Puis j'aurai peut-être moi aussi d'ailleurs des questions. Et je vais laisser la parole à Guy pour présenter un petit peu sa structure et puis surtout pour vous parler eh bien, de cette histoire comment dire, nébuleuse de la singularité. Voilà. Merci Guy. Merci Simon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, alors nébuleuse, on va essayer de faire en sorte qu'elle le soit un tout petit peu moins à l'issue de cette intervention. TH Conseil est un cabinet de conseil, formation, recrutement, accompagnement et communication spécialisé dans les thématiques du handicap, de la diversité, de la promotion de la diversité, de l'égalité des chances en milieu professionnel, de l'égalité femmes-hommes, plus globalement de tout ce qui va être la non-discrimination et l'égalité des chances en milieu professionnel. Voilà, donc c'est un cabinet qui existe depuis aujourd'hui 15 ans, qui a été créé au départ par 2 personnes, mon épouse et moi-même, donc j'en suis le cofondateur et le président aujourd'hui, et qui compte une trentaine de collaborateurs basés majoritairement à Lyon, mais qui interviennent sur l'ensemble du territoire français.
Donc voilà, et nous accompagnons les entreprises, les collectivités, les écoles, enfin un certain nombre de structures dans ces thématiques de responsabilité sociale, management durable des compétences. On va pouvoir le formuler également comme ça. Personnellement, donc je suis le président, mais à l'origine, je suis pas du tout originaire de ce cursus, de ce type de cursus, puisque je suis ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, donc ça peut être considéré comme très différent. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'informatique bancaire avant de créer ce cabinet. Alors, vous pourrez me poser la question de qu'est-ce qui m'a conduit à faire finalement ce changement tout à fait assez significatif d'orientation. Alors, la première chose, c'est que ça ne se voit pas à l'image, là, en l'occurrence directement, mais je suis moi-même une personne qui se déplace en fauteuil roulant, donc personne handicapée. Donc, c'est un sujet qui me questionne depuis toujours, mais finalement, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est la notion de singularité, justement, c'est-à-dire cette notion de comment prendre en compte chaque individu dans ce qu'il est et non pas d'avoir une approche globalisante pour permettre un management éthique, équitable, bienveillant, tout en étant évidemment dans des contraintes de production et d'efficacité d'entreprise et qu'on arrive à conjuguer les deux. Et donc, c'est un petit peu de ça dont j'envisage de vous parler ce matin, d'essayer de prendre en compte, d'abord de comprendre, puis de prendre en compte qu'est-ce que ça veut dire que de manager les singularités et comment on peut l'appréhender. Donc, c'est le travail que réalise notre cabinet en accompagnement depuis pas mal d'années. Juste pour compléter mon parcours, donc j'ai été également sportif de haut niveau pendant une vingtaine d'années en tennis de table handisport. J'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques en gagnant 4 médailles d'or aux Jeux de Séoul, Barcelone et Atlanta, ce qui m'a permis aussi de voyager beaucoup et de pouvoir peut-être un peu comparer la situation de prise en compte des personnes handicapées dans différents pays du monde, ce qui m'a aussi amené à réfléchir pas mal sur ces sujets-là. Et j'ai également écrit un livre qui s'appelle « Le handicap en entreprise, contrainte ou opportunité », et dont le sous-titre est justement « Vers un management équitable des singularités ». Et donc, c'est ce livre, on va dire, récapitule et synthétise un peu l'approche que nous pouvons proposer. Voilà, donc très rapidement la présentation. Donc maintenant, l'idée, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, donc, nous allons avoir un premier thème. En fait, si vous voulez, la prise en compte des singularités en milieu professionnel, mais on verra d'ailleurs assez rapidement, et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui avait assisté à un webinaire et qui me disait, mais en fait, ce que vous évoquez, ça va bien au-delà du sujet de l'entreprise. Et en effet, la notion, par exemple, de stéréotypes et préjugés, c'est quelque chose qu'on va rencontrer très largement, bien au-delà du milieu purement professionnel. Parce que ça va être un sujet qui va apparaître à partir du moment où on est en interaction avec qui que ce soit. On va s'apercevoir que ce sujet va prendre corps en fait. Bon. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Bon, je vais vous proposer de faire un petit. Alors, vous pourrez le faire ou pas, puisque je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous allez réellement jouer le jeu, mais je vais vous proposer de faire un petit jeu à distance et de faire pour toutes les personnes qui le peuvent et qui sont à l'écoute là, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour vous mettre debout. Et maintenant que vous êtes toutes et tous debout, je vais vous proposer de faire un petit exercice d'imagination. Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer que vous venez instantanément d'être téléporté sur une planète sur laquelle, à part vous, la totalité de la population mondiale est en fauteuil roulant. OK? Vous imaginez bien le truc? C'est bon. Bon, du coup, pour plus de confort, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de vous rasseoir. L'idée était vraiment de vous mettre dans une situation et maintenant de vous transposer comme si vous étiez toujours debout sur ma planète où tout le monde est en fauteuil roulant, hormis vous. Et vous êtes en recherche d'emploi. Alors, vont se poser à vous 2 problématiques majeures. La première problématique, c'est que vous allez être amené à postuler dans une entreprise, par exemple dans mon entreprise dont je suis le dirigeant. Eh bien, le premier réflexe que je risque d'avoir, c'est que vous êtes un petit peu différent de moi. Je vais vous trouver plutôt étrange, puisque moi-même, je suis en fauteuil roulant et que tous les gens que je connais sont en fauteuil roulant. Et vous êtes différent. Vous êtes hors norme, vous êtes atypique, vous êtes un peu bizarre, en fait, pour moi. Et donc,
quand je vais vous voir, ça va me faire un drôle d'effet. Parce que je n'ai pas l'habitude, et je ne suis pas habitué à voir des gens qui vous ressemblent. Et alors, pas de chance pour vous, hein, c'est que en fait, j'ai déjà rencontré une personne ou quelques personnes qui étaient dans votre situation, et globalement, ça s'est plutôt mal passé. Et donc, par un phénomène assez naturel du cerveau, je vais avoir tendance à généraliser l'expérience difficile, malheureuse ou pas très réussie que j'ai pu avoir avec des personnes qui étaient dans la même situation que vous. Et je vais avoir la possibilité de faire un phénomène de généralisation. Et donc, je vais me représenter qui vous êtes, non pas à partir de qui vous êtes vraiment, mais à partir des expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Et je vais donc avoir ce qu'on va appeler un phénomène de stéréotype vous concernant. C'est-à-dire que la généralisation de la représentation que je peux avoir sur vous va fabriquer une approche stéréotypique de ma réalité. C'est-à-dire, au lieu de vous voir pour ce que vous êtes, je vais vous voir à partir de la généralisation des constats que j'ai pu faire sur les gens qui, a priori, seraient dans votre catégorie. Et donc, ça va générer pour moi des préjugés. Alors, les préjugés, là, en l'occurrence, ça peut être de dire, oui, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans cette catégorie, ça s'est mal passé. Alors, non seulement si je les ai rencontrés, mais si j'ai lu, si j'ai vu, si j'ai entendu des choses sur ces catégories. Et on voit bien que si j'extrapole un tout petit peu le raisonnement, je m'aperçois que c'est pas du tout spécifique ou réservé aux personnes handicapées, mais que ça peut se transposer à n'importe quelle catégorie. La notion de préjugé stéréotype va pouvoir s'appliquer sur des multiples formes de catégories. Alors, bien sûr, ça, on peut penser assez spontanément au genre, à la couleur de peau, à l'origine, à l'âge, etc. Mais ça peut même aller bien plus loin. On peut parler de métier, par exemple. Je vais donner un petit exemple assez simple, c'est que moi j'étais informaticien pendant 20 ans et les gens me disaient bah, toi t'es pas un vrai informaticien. Alors, je dis, bah, pourquoi vous me dites ça? Ils me disaient parce que tu nous parles. Et donc dans leur représentation à eux, les informaticiens étaient des gens qui ne parlaient pas aux gens. Ils étaient dans leur bulle et ils travaillaient. Donc en fait, ils m'envoyaient un message et ça m'amenait à me dire mais finalement est-ce que j'ai raison d'être en interaction? Est-ce que je ne devrais pas me comporter comme les autres informaticiens pour être reconnu comme un informaticien? Et donc la problématique des stéréotypes et des préjugés, c'est la question de la catégorie. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est que si on a des représentations dites négatives d'une catégorie donnée, forcément, ça va générer un frein à l'ouverture à cette catégorie. Par exemple, si j'imagine que les personnes handicapées sont plus souvent malades, systématiquement, moins disponibles, moins solides, plus souvent absentes, moins productives, etc. Bah, forcément, ça va m'amener à être plutôt en réserve par rapport à la capacité de leur proposer un poste de travail. Alors, je vais vous donner un exemple personnel pour illustrer ça. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique, dans les années 90, j'ai postulé pour devenir responsable du service informatique dans lequel je travaillais. Et là, mon manager M+2 m'a dit non, mais tu comprends, ça va pas être possible que tu puisses avoir le poste. Alors, je lui demande pourquoi. Et il me dit bah, parce que c'est un poste dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Alors, je lui dis bah, écoute, je comprends toujours pas très bien, mais en termes de compétences, est-ce que j'ai les compétences? Il me dit oui, oui, tu as toutes les compétences requises. En revanche, le poste va être inadapté pour toi. Je dis, mais je comprenais bien ce qu'il voulait dire, mais en fait, je faisais un peu l'innocent pour l'amener à exprimer vraiment ses freins. Et il me dit, bah, il faut aller à Lille, à Strasbourg et à Paris. Et donc, toi, bah, pour toi, ça va être trop compliqué. Je dis, mais oui, tu dis ça, mais pourquoi? Parce que je suis en fauteuil. Alors, il me dit, oui, c'est ça. Je dis, mais en fait, tu es en train de m'expliquer que je ne peux pas aller à Lille, à Strasbourg et à Paris pour faire mon boulot. Mais je suis allé à Séoul et à Barcelone, notamment, alors j'étais pas encore allé à Atlanta, mais Lille, à Séoul et Barcelone pour faire les Jeux paralympiques, et j'ai pas eu de problème. Alors, explique-moi le raisonnement. Et là, tout d'un coup, il s'est rendu compte que finalement, sa représentation de moi était faussée. C'est-à-dire qu'il pensait que, étant donné que j'étais en fauteuil roulant, je ne pourrais pas me déplacer facilement. Et que du coup, ça générerait beaucoup de difficultés. Et en plus, comme il ne voulait pas me mettre en difficulté moi-même, et il pensait que ça le serait, il ne voulait pas me donner le poste. Et donc, en fait, ça générait un frein à une évolution professionnelle qui était d'une certaine manière discriminante, mais qui n'était pas une discrimination volontaire et c'était pas une volonté de m'interdire d'évoluer professionnellement. C'était même d'ailleurs ça partait plutôt d'une logique bienveillante de ne pas me mettre en difficulté, mais ça reposait quand même majoritairement sur le préjugé qu'il avait du fait que quand on est en fauteuil roulant, le déplacement est très compliqué. Et donc, ce qui va être fondamental à comprendre quand on va être dans du management de singularité, c'est que le premier frein majeur qu'on va rencontrer, c'est les préjugés. Alors,
Les préjugés, le problème, c'est qu'on peut se dire, bah, du coup, si on veut travailler sur ce sujet et éviter d'être discriminant directement, puisque là, on est dans la logique de ce qu'on appellera la discrimination directe, qui est que je recrute parce que la personne, je la range dans une catégorie, qui d'ailleurs parfois n'est même pas une catégorie réelle, mais je la range dedans. Et cette catégorie, pour moi, a telle ou telle caractéristique, donc par voie de bijection, c'est le mathématicien un peu qui parle, on transpose, et de transitivité, on transpose automatiquement l'information sur chacune des personnes du groupe. Eh bien, cette problématique de stéréotypes, en fait, le problème majeur qu'on va avoir, c'est qu'on ne peut pas ne pas en avoir. C'est-à-dire que des stéréotypes et des préjugés, on en a tous. Moi, par exemple, je travaille sur ce sujet-là depuis des années et j'ai toujours beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Et le cerveau, d'ailleurs, a besoin de fonctionner avec ça. Il est dans une logique de globalisation, de ce qu'on appelle des raccourcis cognitifs, pour simplifier le raisonnement, pour éviter de la consommation trop importante d'énergie sur le sujet. Et donc, on va être amené à devoir avoir des représentations globalisantes, parce que ça simplifie la vie. Le problème majeur est donc de se dire, si je veux faire une politique de diversité, il y a beaucoup de gens qui disent, il faut déconstruire les stéréotypes, il faut supprimer les stéréotypes, les préjugés, etc. En réalité, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de déconstruire tous les stéréotypes de chaque personne. D'autant plus que chacun d'entre nous, nous avons des stéréotypes qui nous sont spécifiques, qui sont liés à notre histoire, à notre parcours, nos rencontres, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, vu. Et donc, cette problématique de déconstruire les stéréotypes nécessiterait pratiquement de prendre chaque personne, d'identifier les stéréotypes de chaque individu et de les construire un à un, de les déconstruire un à un. Bon, ça, c'est juste impossible. Et en plus, si jamais on arrive à déconstruire un stéréotype, concrètement, ce qui se passe derrière, c'est que il n'est pas du tout exclu qu'un autre stéréotype vienne en prendre la place. Donc, vienne prendre la place. Parce que notre cerveau, il a besoin de ça, en fait. Et pour vous illustrer pourquoi des stéréotypes ou des représentations globalisantes peuvent être utiles, je vais donner un tout petit exemple relativement simple. C'est, imaginons que vous soyez en Afrique et que vous marchiez dans la savane et tout d'un coup, vous voyez une lionne qui s'approche de vous. Alors, je dis une lionne parce que c'est les lionnes qui chassent et pas les lions. Vous avez deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, vous vous dites, je ne veux pas stigmatiser et discriminer les lions, donc je me dis, on verra bien ce qui se passe. Bon, c'est quand même peut-être pas très prudent et il vaudrait quand même peut-être mieux se mettre à l'abri. Parce que statistiquement, les lions, c'est quand même dangereux. En revanche, si je me protège, c'est bien une globalisation, mais ça peut être utile. Donc en fait, les stéréotypes, c'est quelque chose qui va servir à limiter les risques. Alors dans ces stéréotypes, vous en avez qui sont statistiquement vrais et vous en avez d'autres qui sont statistiquement faux. C'est-à-dire que, par exemple, une autre illustration d'un cas particulier, un jour, je suis arrivé dans une entreprise qui travaillait dans le domaine de l'électricité qui me dit, nous, on ne peut pas recruter de travailleurs handicapés parce que vous comprenez, le métier chez nous, c'est lignard, c'est-à-dire c'est les gens qui montent au pylône pour entretenir les lignes à haute tension. Alors, je leur dis, déjà, vous me dire combien vous avez de lignards, 800, et combien vous avez de salariés, 7000. Et donc, du coup, je leur dis, vous voyez, déjà là, c'est une généralisation abusive, puisque la majorité des gens qui travaillent chez vous ne sont pas lignards. Et deuxième chose, je dis, mais si jamais tout le monde était lignard, pourquoi vous ne pourriez pas recruter de personnes handicapées? Là, la personne me dit, parce que quand on est en fauteuil roulant, on ne peut pas monter au pylône. Et parce que la globalisation de du regard de la personne était que les personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Et donc, alors qu'en réalité, le nombre de personnes en fauteuil roulant sur la totalité des personnes handicapées, c'est environ 2%. Donc, on s'aperçoit que cette double généralisation amenait un biais qui était « je ne pourrais pas recruter de personnes handicapées ». Et donc, dire aux gens, oui, les personnes handicapées, c'est majoritairement pas des gens en fauteuil roulant, c'est intéressant et ça déconstruit un stéréotype. Mais ça ne résout pas exclusivement le problème, puisque des stéréotypes, il y en a vraiment partout et dans de tout type. Donc, ce qui va être fondamental, et là, on va voir derrière la diapo suivante, voilà, c'est ce qu'on va appeler la notion de biais décisionnel. C'est-à-dire que le stéréotype lui-même, c'est la représentation globalisante qu'on a. Cette représentation, elle peut être vraie ou fausse. Si elle peut être statistiquement vraie ou fausse. Si elle est statistiquement vraie, on va risquer de discriminer une minorité de population si on applique le stéréotype à tout le monde. Et si elle est globalement statistiquement
globalement fausse, eh bien, c'est une majorité de population qui sera discriminée. Mais dans tous les cas de figure, on va risquer de discriminer les gens. Et en fait, vouloir déconstruire les stéréotypes, c'est un leurre. Donc, ce qui va être fondamental, c'est de comprendre que ce qui est essentiel, ça n'est pas de déconstruire les stéréotypes tous, mais c'est plutôt d'être en capacité de comprendre que ces stéréotypes vont générer chez nous ce qu'on appelle des biais décisionnels. C'est-à-dire que notre comportement va être faussé et biaisé non pas par la réalité de la situation qu'on rencontre, mais par la représentation qu'on en a. Un exemple pour illustrer ça, imaginons que vous soyez en train de marcher tranquillement sur le trottoir un jour et que vous alliez vers votre bureau et que là, vous arrivez à un carrefour dans lequel vous voyez une personne aveugle qui semble avoir besoin d'un coup de main pour traverser. Vous avez plusieurs comportements possibles. Donc, pour illustrer la notion de biais, vous pourrez vous dire, bon, bah, la dernière fois que j'ai essayé de proposer mon aide à quelqu'un qui était dans une situation similaire, ça s'est mal passé, la personne m'a envoyé sur les roses, par exemple, elle était pas contente que je lui propose mon aide, donc je n'ose pas proposer mon aide à cette personne. Sauf que ça, c'est un biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça repose sur une représentation qui est que une expérience malheureuse est généralisée, et donc je ne proposerai pas mon aide à cette personne parce que j'imagine que le risque existe qu'elle se comporte de la même façon. Alors qu'en réalité, on est sur une autre personne, un autre jour, un autre moment, etc., une autre situation, et que donc le fait de continuer à proposer son aide à cette personne amène à briser un peu cette logique de biais qui est chez nous, le fait de dire il appartient à cette catégorie. Bon, là, en l'occurrence, c'est une personne qui a un besoin, par exemple une personne aveugle. Donc, la dernière fois que j'ai eu une personne aveugle en face de moi, elle n'a pas voulu de mon aide. Donc, comme cette personne est aveugle, j'applique le même raisonnement et donc je fais exactement la même chose. Donc, on va se rendre compte que ce phénomène de préjugés, enfin représentation, globalisation, stéréotype, donnant des préjugés et construisant des comportements qui sont des biais, c'est la base de la discrimination directe. Donc, si on veut travailler sur des démarches de non-discrimination, le côté fondamental des choses va être de faire prendre conscience aux gens, pas exclusivement des notions de stéréotypes et préjugés, mais d'abord et avant tout de la notion de biais. Le biais étant le comportement induit par le préjugé. Donc on peut tout à fait continuer à avoir, parce que le cerveau ne peut pas faire autrement, à conserver des stéréotypes et des préjugés. Par exemple, moi j'ai plein de stéréotypes et préjugés, je le sais, sauf que désormais là où je pense avoir un peu progressé, c'est que je suis conscient de ces préjugés et donc du coup maintenant j'ai conscience des impacts qu'ils peuvent avoir sur moi en matière de biais. Et donc par exemple, si je reviens sur ma planète initiale, je pourrais très bien avoir un préjugé qui consiste à dire j'ai eu des expériences avec des gens qui étaient dans votre situation, enfin, ou du moins qui vous ressemblaient, et ça s'est mal passé, donc je transpose ça sur vous. Sur cette représentation, peut-être que je ne pourrais pas m'en détacher. En revanche, si je veux être non discriminant, il faut que je me dise, mais c'est une représentation, c'est un stéréotype, et donc il faut que je leur donne une chance d'être ce qu'ils sont réellement et non pas ce que je préjuge qu'ils sont. Alors ça, on le retrouve très largement sur plein d'autres facteurs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la couleur de peau, le métier, etc. Mais si on y réfléchit bien, on s'aperçoit que ça marche sur des tout petits détails. Par exemple, ça fonctionne sur le prénom. On a rencontré quelqu'un qui avait un prénom et avec qui ça s'est très mal passé. Quand on va rencontrer quelqu'un d'autre qui a le même prénom, on ne pourra pas s'empêcher un petit moment au moins d'avoir une perception peut-être négative de ça. Et donc, ce qui va être fondamental, c'est non pas cette sensation, on l'a, mais c'est de faire en sorte que le comportement qu'on va avoir avec cette personne ne soit pas conditionné par l'expérience passée qu'on avait. Et donc, du coup, de donner la possibilité à chaque individu d'être ce qu'il est réellement. Et dans les stéréotypes, pour conclure cette première partie, il y a deux grands types de stéréotypes. Enfin, il y a trois catégories de stéréotypes et deux grands types de stéréotypes. Les deux grands types de stéréotypes, c'est les stéréotypes négatifs et les stéréotypes positifs. Alors on pourrait se dire, les stéréotypes positifs, c'est très bien parce que du coup, ça évite justement d'éliminer les gens en se disant, ils sont peut-être plus. Et dans le domaine du handicap, par exemple, on le retrouve très facilement, c'est le stéréotype positif qui consiste à penser spontanément que les personnes handicapées, par exemple, sont plus courageuses, plus dynamiques, plus volontaires que les autres. Alors déjà, on n'a pas d'analyse statistique précise pour vérifier si c'est vrai ou pas. Et les expériences qu'on a peuvent nous dire, ah oui, mais moi, les 3 personnes ou les 10 personnes que j'ai rencontrées étaient dans cette situation. Oui, mais c'est parce qu'en fait, justement, il y a une logique de filtre qui fait que peut-être que ceux qui sont arrivés jusqu'à avoir un emploi, être en poste, etc., ont consommé beaucoup d'énergie et étaient dans cette dynamique qui leur ont permis de vaincre les obstacles qu'ils ont rencontrés.
Et donc, du coup, c'est pas très juste pour les autres. Et ça veut dire aussi que si jamais on est convaincu que les personnes handicapées, par exemple, sont plus dynamiques que les autres ou plus courageuses, quand on va rencontrer quelqu'un qui est handicapé et qui est juste aussi dynamique ou aussi courageux que les autres, on risque d'être déçu et d'être plutôt dans une logique de surexigence. Donc il faut faire, alors je ne pourrais pas être trop dans le micro-détail, mais l'idée c'est de montrer que tout stéréotype peut avoir un effet soit de dévalorisation de la personne, soit au contraire d'attente et de surattente qui va déclencher finalement une logique de surexigence et qui n'est donc pas très équitable non plus. Ensuite, et dernière chose par rapport aux stéréotypes, ce qui est fondamental, c'est de comprendre aussi qu'il y a 3 grandes catégories de stéréotypes. Le premier, c'est ce qu'on appellera les métastéréotypes. Les métastéréotypes, c'est les stéréotypes qu'on a sur les autres. Donc, par exemple, le fait que moi, j'ai des stéréotypes sur telle ou telle catégorie de population, que vous avez des stéréotypes sur telle ou telle catégorie de population, ça, c'est ce qu'on appelle les métastéréotypes. Alors, les métastéréotypes, c'est qu'on croit globalement, par exemple, que les hommes ont le sens de l'orientation. Hein. Voilà, on croit, par exemple, que les personnes qui sont noires de peau ont forcément le sens du rythme, etc. Ça, c'est des métastéréotypes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les autostéréotypes. Donc, les autostéréotypes, c'est les stéréotypes qu'on a sur soi-même. Et donc, alors, les métastéréotypes vont avoir comme effet, comme on l'a vu tout à l'heure, que mon manager me dit tu ne pourras pas occuper le poste parce que ce sera trop compliqué pour toi. Les autostéréotypes pourraient être que je me dis je ne peux pas occuper ce poste parce que ce sera trop compliqué pour moi ou parce que ça n'est pas fait pour moi compte tenu de mes contraintes, sans avoir cherché de solution pour éventuellement faire en sorte que ce soit possible. Ou juste parce que je me dis qu'on m'a tellement rabâché que c'était pas possible que finalement, je finis par y croire. Donc, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est ce qu'on appelle ça repose sur l'autostéréotype. C'est les stéréotypes que j'ai sur moi-même. Et le troisième grand type de stéréotype, c'est les hétérostéréotypes, c'est-à-dire que ce sont les stéréotypes qu'on a sur les stéréotypes que les autres ont sur nous. C'est compliqué, mais je me dis, je ne vais pas postuler pour ce poste parce que mon manager va penser ça de moi, et donc du coup, vu qu'il va penser ça de moi, ça ne marchera pas. Et donc les hétérostéréotypes ont aussi des effets extrêmement importants. Donc, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se situe ou on est rangé, ces 3 types de stéréotypes peuvent avoir des impacts. Alors, compte tenu de la durée du webinaire, je ne pourrais pas rentrer plus dans le micro-détail, mais c'est important de comprendre que ces 3 grands types de stéréotypes vont pouvoir générer des biais. Et ce qui va être essentiel, si on veut travailler sur ces sujets-là, c'est d'abord d'en prendre conscience pour soi-même, mais aussi quand on est, par exemple, si on est référent handicap ou diversité ou qu'on travaille sur ces sujets de développement durable social et de non-discrimination, c'est de travailler à faire en sorte que l'ensemble du corps social de la structure, et on pourrait même aller plus loin en disant de la société en général, prenne conscience de ces phénomènes et soit donc en capacité d'être vigilant à ses propres biais là-dessus. Voilà. Donc, voilà le premier grand thème, la première grande problématique qu'on peut être amené à rencontrer, c'est donc ces logiques de stéréotypes et préjugés. Et on peut comprendre, par exemple, que ces stéréotypes vont être véhiculés et globalisants en utilisant des mots. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu es psychologue, alors je vais lui envoyer comme message qu'il a un certain nombre de caractéristiques que j'imagine, ça dépend de la représentation que j'ai évidemment du mot psychologue, mais ça peut être par exemple qu'il a une capacité d'analyse, un intérêt pour les gens, etc. Et donc, je lui donne un certain nombre de critères. Si jamais je lui affecte des critères, si jamais je lui dis tu es un psychologue, eh bien, je vais lui dire que c'est son métier. Et ça, par exemple, sur le domaine du handicap, on va voir que ça peut avoir un impact important. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un tu es un handicapé, et c'est très souvent qu'on entend ça, on dit les handicapés, un handicapé, cette personne est un handicapé, etc. Ou on peut faire la même chose avec un noir, un juif, un arabe, etc. Donc, on va se rendre compte qu'on va essentialiser la caractéristique. Et donc, on va fabriquer et on va renforcer la logique de stéréotype. Si je dis un psychologue, c'est un métier. Si je dis tu es psychologue, ça n'est pas un métier. Et handicapé, par exemple, c'est pas mon métier. Donc, je ne suis pas un handicapé, je suis une personne handicapée. Alors, ça peut paraître pas grand-chose. Et en fait, on s'aperçoit que les mots vont être extrêmement importants dans le véhicule ou justement dans la lutte contre les formes de discrimination, de stéréotypes. Parce que plus on va globaliser, plus on va ranger les gens dans une catégorie et plus les stéréotypes vont faire leur effet. Et donc, c'est la diapo suivante dans laquelle on présente ça. Tu es un psychologue, c'est un substantif, donc ça définit la substance de la personne. Tu es psychologue, c'est un qualificatif, donc ça définit des caractéristiques de la personne et une personnalité. Derrière, donc du coup, on voit que si on dit un handicapé, voilà les éléments qui peuvent s'apporter, qui peuvent
qu'on peut tirer comme enseignement. Et si on dit une personne handicapée ou une personne en situation de handicap, on voit qu'on n'est pas exactement dans la même approche. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Pour rentrer dans la deuxième grande problématique ou le deuxième grand sujet qui va être amené à être traité si on est dans une logique de non-discrimination et d'égalité des chances, et je reviens à mon exemple, si vous êtes sur ma planète, au-delà des notions de préjugés stéréotypes qui peuvent être un peu compliqués et qui peuvent générer chez moi des biais, il y a un deuxième phénomène qui entre en ligne de compte, c'est que, imaginons que j'ai franchi un peu ces logiques de stéréotypes et préjugés, je me dis attention, n'aie pas de biais, ils ont des compétences, rencontre-les quand même, donc je vous rencontre. Se pose alors un deuxième problème, qui est en fait le fait que vous avez, dans mon environnement à moi, puisque mon environnement, c'est un environnement qui a été construit pour des gens exclusivement en fauteuil roulant, puisque tout le monde à part vous est en fauteuil roulant, mon environnement n'est pas adapté à vous, ou vous n'êtes pas adapté à mon environnement. On peut voir les choses dans les deux sens. Pendant très longtemps, on a vu plutôt la deuxième acceptation du terme, c'est-à-dire on disait les personnes handicapées ne sont pas adaptées à l'environnement. La notion d'accessibilité et d'égalité des chances amène à se poser la question dans l'autre sens en disant l'environnement n'est pas adapté à la personne handicapée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour travailler dans mon environnement, vous allez avoir besoin de quelque chose dont moi je n'ai pas besoin. De quoi s'agit-il? D'une chaise ou d'un siège, enfin de quelque chose pour vous asseoir. Or, dans mon environnement à moi, il n'y en a pas. Et donc, si je vous embauche, au-delà de tout ce que je devrais faire avec n'importe quel candidat, je dois en plus adapter votre environnement pour vous permettre de travailler chez moi et de vous mettre dans des conditions d'occupation de votre poste qui soient durables et, on va dire, si ce n'est confortable, au moins correctes et durables. Et donc, ça nous amène à devoir se poser la question de la dénormalisation du standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises sont globalement, et le monde, la société, mais en particulier les entreprises, sont quand même globalement plutôt très standardisées. On est construit autour dans une culture de l'égalité, liberté, égalité, fraternité, mais surtout si on prend la notion d'égalité, on s'aperçoit que le concept d'égalité est souvent perçu comme étant une égalité formelle, c'est-à-dire, comme disait George Orwell dans La ferme des animaux, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. En fait, on est dans une logique où tout le monde doit être, on considère que tout le monde est égaux, et donc, en étant tout le monde égaux, on amène la même réponse à chacun. Or, chacun est singulier. Et donc, c'est ça la question de fond qui va se poser dans le management des singularités et du handicap, notamment, mais de toutes les autres singularités, c'est la capacité à prendre en compte les singularités des gens. Et donc, vous voyez quelques petites citations d'Aristote et de Einstein qui dit aucun problème ne sera résolu par le système de pensée qu'il a initié, et Aristote qui dit il n'est pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. Et donc, ça nous amène à réfléchir sur passer d'une logique d'égalité formelle à une logique, alors bien sûr, derrière, il y a l'égalité des droits, deuxième chose, et ensuite l'égalité des chances. Et donc, la notion de management équitable des singularités va questionner sur l'égalité des chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir se poser la question de la capacité à répondre de manière personnalisée à des besoins spécifiques. Et le handicap amène à forcément se questionner là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, mais ce que je fais sur le handicap, est-ce que ça pourrait pas être transposé et extrapolé à l'ensemble de mes collaborateurs, puisque finalement, 100% d'entre nous sommes des personnes avec des besoins spécifiques potentiellement. Alors ça peut être structurel, ça peut être conjoncturel, ponctuel, durable, on ne sait pas, mais en tout cas, le management des singularités va amener à se questionner là-dessus. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de comprendre le principe lui-même. Alors regardons ce petit schéma. Et moi, hop, je reviens en arrière. Ce premier schéma, où on s'aperçoit qu'on a finalement 3 personnes qui ont exactement une réponse identique. Si on est sur ces 3 personnes qui ont une réponse identique, on s'aperçoit qu'il y en a un qui voit bien le spectacle, le deuxième, il va falloir qu'il saute un peu pour le voir de temps en temps, et le troisième ne voit rien du tout. Si on adapte l'environnement de manière différente et qu'on leur donne des situations qu'on va appeler de la compensation, c'est-à-dire une réponse spécialisée et dédiée à telle ou telle personne, alors les 3 vont pouvoir participer et voir le match. On pourrait même enlever la palissade et là, on s'apercevrait qu'en enlevant la palissade, on va au-delà et on va vers une logique carrément d'accessibilité universelle et qu'on n'a même plus besoin parfois de compenser. Parfois, on aura quand même encore besoin parce qu'on ne pourra pas enlever la palissade et d'autres fois, on enlèvera carrément la palissade.
Et donc, l'objectif, c'est de se dire comment je m'organise de telle manière que je sois en capacité de répondre de manière adaptée à ces situations spécifiques. Et pour cela, et du coup, par rapport à la notion d'égalité dont je parlais tout à l'heure, on voit aussi un autre petit schéma, voilà, qui est un peu caricatural, mais qui est plutôt rigolo. Donc là, on dit pour une sélection juste, vous devez tous passer le même examen, SVP grimper dans l'arbre. Bon, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas au départ les mêmes chances. Si on ne met pas en place de dispositif d'adaptation ou de compensation, ça va être très compliqué. Donc, l'idée de fond, c'est que si on veut être non discriminant dans la logique de discrimination indirecte, alors il va être nécessaire d'être en capacité de réfléchir à la dénormalisation et à la réponse adaptée à chacune des personnes. Et donc, pour cela, eh bien, on va être amené à réfléchir à dénormaliser du standard. Vous voyez, ici en haut, on a standard. À gauche, on a la personne, enfin, on range les personnes toutes dans une catégorie, on les traite pareil, c'est du communautarisme. Là, on est à droite, on est dans l'égalitarisme, ce qui fait qu'on nie les singularités des gens. L'égalitarisme va être plutôt le corollaire de la standardisation, alors que la personnalisation, c'est la réponse adaptée à des situations particulières. Et là, si on veut trouver un équilibre entre ces différentes postures pour donner une égalité des chances et être dans la non-discrimination à la fois directe et indirecte, alors on va rentrer dans une logique qui va s'appeler la relation équitable. Et pour ça, on va mettre en œuvre donc la notion de compensation. Donc, rentrer dans la logique de la compensation, je ne vais pas focaliser sur cette diapo, ça va nous amener à devoir aussi amener chacun d'entre nous à être en capacité de reconnaître et d'exprimer sa singularité. Alors, c'est une vraie difficulté, ça, et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui fait que parfois les entreprises nous sollicitent en nous disant « mais comment faire pour que les personnes handicapées, par exemple, se fassent reconnaître auprès de l'entreprise ?» Eh bien, ce qui va être un chemin compliqué, c'est que on veut, nous les êtres humains, on a envie d'être considérés comme tout le monde. Mais la question, c'est est-ce qu'être considéré comme tout le monde, ça veut dire être considéré comme tout le monde de manière identique, c'est-à-dire tout le monde étant identique, à gauche, sans reconnaissance de sa singularité, car nous sommes tous pareils, ou est-ce que ça veut dire être considéré comme tout le monde, chacun étant reconnu avec sa singularité? Bien évidemment, l'expression de son besoin spécifique va nécessiter de pouvoir passer dans le deuxième schéma, c'est-à-dire en fait en disant je pourrais me faire reconnaître par exemple comme travailleur handicapé qu'à compter du moment où être comme tout le monde, c'est-à-dire être intégré dans le corps social et dans le collectif, être non discriminé, induit que on acceptera qui je suis, ma singularité. Parce que si jamais on ne l'accepte pas et qu'on considère que je dois être dans la norme comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde étant identique, alors qu'est-ce qui me conduirait à exprimer ma singularité? Donc le management équitable va reposer sur la capacité que chacun va avoir d'exprimer sa singularité et de pouvoir entendre qu'on peut lui répondre de manière adaptée et non standardisée. Et c'est évidemment un changement assez important de regard et de paradigme, puisque c'est ce qui va permettre derrière de mettre en place ces dispositifs d'adaptation, d'aménagement et de compensation qui vont permettre à la personne d'occuper son poste. Donc, la question de fond va être de se dire comment je peux construire un environnement professionnel sur lequel les stéréotypes et les préjugés n'auront pas trop d'effets délétères, mais aussi sur lequel mon environnement pourra s'adapter à la personne. Et comment, pour qu'il puisse s'adapter à la personne sera en capacité d'exprimer sa singularité. Et donc, cette notion de management de la singularité va reposer sur la capacité à exprimer son altérité, ce qui n'est pas simple dans un environnement très normatif. Et donc, conduire une politique handicap, se retrouver dans une situation de gestion de handicap va amener ou de diversité plus largement, va amener à construire un environnement dans lequel l'expression de la singularité sera possible. Alors, pour les personnes qui pourraient être éventuellement derrière l'écran, qui pourraient être des étudiants eux-mêmes en situation de handicap, par exemple, ce qui va être important, c'est que le fait de l'exprimer, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir justement mobiliser, exprimer donc ses besoins pour pouvoir mobiliser les ressources en matière de compensation, d'adaptation, qui vont me permettre d'occuper mon poste de manière durable. Parce que le risque, sinon, c'est de se mettre en difficulté, c'est-à-dire d'être en surcompensation, en suradaptation individuelle, et que ça ne dure pas, puisque je vais m'user dans le temps. Et donc, ce qui va être fondamental, c'est que tout le monde comprenne ces deux principes de stéréotypes, préjugés et équité, c'est-à-dire compensation,
pour permettre derrière de se retrouver dans un équilibre qui permettra d'adapter l'environnement pour que chacun des salariés puisse se retrouver dans un environnement, on va appeler ça au moins adapté, voire bienveillant. Et on pourrait transposer ça à plein d'autres situations, puisque c'est vrai, si on parlait pas, par exemple, si on parle de l'origine et qu'on n'a pas la même culture ou la même langue, ben on peut avoir des besoins de compensation, d'adaptation. Quand on parle de personnes qui vont être, par exemple, dans une approche qui ont, par exemple, un problème personnel très lourd ou des aidants familiaux, ben, la notion de compensation va aussi devoir être questionnée. Donc, l'adaptation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, on va aussi avoir ce genre de questions qui va se poser. Et donc, en fait, cette notion d'adaptation et de compensation et de management équitable va se transposer très largement. L'intérêt du sujet du handicap, plus spécifiquement, c'est que le concept de compensation est en fait un droit qui a été posé dans la loi de 2005. C'est le droit à l'égalité des chances, c'est-à-dire à la compensation des conséquences du handicap. Et donc, cette notion de compensation va être absolument fondamentale. Le problème sous-jacent de ça, c'est qu'on n'est jamais très clair sur qu'est-ce qui est réellement du registre de la compensation ou qu'est-ce qui n'en est pas. Et ce qui va pouvoir poser problème, ça va être aussi que quand on va faire différemment pour une personne, quand on va dénormaliser un standard, on va peut-être avoir des gens qui vont dire mais pourquoi lui ou elle a tel ou tel traitement différencié et pas moi? Pourquoi on fait différemment? Pourquoi cette personne, on l'a déjà vécu, nous, dans des expériences professionnelles, pourquoi cette personne a un fauteuil ergonomique, pourquoi elle peut arriver plus tard, pourquoi, etc. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir expliquer aussi cette notion de compensation au collectif de travail. Mais pour ça, il faut qu'on soit sûr qu'on est bien dans le registre de la compensation. Et là, on va se poser une question essentielle, c'est qu'est-ce qui en fait partie et qu'est-ce qui est finalement un traitement différencié, non, qui serait un avantage. Et pour ça, un tout petit exemple très, très simple, imaginons que je sois à Paris, que vous soyez en train d'attendre à une file de taxi. Vous êtes tous en train d'attendre à une file de taxi et moi j'arrive. Si je vous passe devant et que je coupe la file et que je vous passe devant, est-ce que c'est de la compensation ou est-ce que c'est un traitement de faveur? Alors, il y a des gens qui vont répondre, bah oui, mais vous avez des difficultés, donc c'est normal, on va vous laisser passer. Ça peut aussi reposer sur une logique de compassion ou de pitié. Et ça n'est pas durable, puisqu'on est sur l'émotion et on n'est pas sur la justice. En revanche, il y en a d'autres qui vont dire, bah non, tu es assis en plus, donc tu es moins fatigué que les autres, donc il n'y a pas de raison que tu passes devant. Donc tu devrais faire la queue comme tout le monde. Et donc, ces différents arguments peuvent s'entendre. Mais il y a surtout quelque chose qui va expliquer et qui va être fondamental par rapport à l'explication de ce que représente la notion de compensation. C'est qu'il y a une différence majeure entre vous et moi qui explique pourquoi le fait que je vous passe devant est juste et que c'est équitable. C'est que la différence essentielle et majeure, c'est qu'à Paris, vous et moi, on n'est pas dans la même situation parce que vous avez le choix de prendre le métro et les transports en commun, notamment le métro, et que moi, je n'ai pas ce choix parce que la plupart des métros ne sont pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Et donc, je n'ai pas d'alternative. Et donc, le sujet du handicap va questionner sur la capacité de choix ou de non-choix de la personne. Et compenser une conséquence du handicap, c'est réduire un désavantage en redonnant le choix aux personnes. Mais du coup, ça m'amène à vous dire que si jamais je suis à Lyon, où tous les transports en commun sont accessibles, alors je fais la queue au taxi, c'est logique, parce que je n'ai pas de désavantage par rapport à vous. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de comprendre cette notion de désavantage et de compensation qui doit répondre à un non-choix d'une personne. Et ça, c'est vrai encore une fois sur le sujet du handicap, mais aussi dans des tas d'autres situations. Et le dernier élément qui est absolument essentiel par rapport à ça, c'est la notion de raisonnable. C'est-à-dire que quand je vais mettre en place une mesure de compensation des conséquences d'un handicap, par exemple, il va falloir que l'effort à faire pour l'environnement, pour le collectif de travail, pour le manager, pour l'entreprise, ne soit pas disproportionné. Parce que s'il est disproportionné, il ne sera pas durable. Et donc là, on rejoint les trois piliers du développement durable, écologique, économique et social, qui reposent sur deux notions, l'équitable et le vivable. L'équitable, ça va être la compensation, la justice, l'équité. Le vivable, ça va être la question du raisonnable, c'est-à-dire le non disproportionné. Et cette conjugaison des deux notions, équitable et raisonnable, va amener à pouvoir avoir une approche durable. Donc, bien évidemment, en quelques minutes, c'est très compliqué de rentrer dans le micro-détail et les questions pourront peut-être permettre d'approfondir, mais c'est ces deux notions de non-discrimination directe par les stéréotypes et préjugés et mise en place d'une approche de management équitable en reconnaissant les singularités, en donnant le droit d'exprimer ces singularités
mais de manière raisonnable pour éviter une explosion du système qui va permettre d'envisager de construire une démarche de management équitable. Donc, pour conclure, puisque je regarde le timing, dans le diapo, vous aurez dans le support, vous aurez quelques diapos supplémentaires où on explique, par exemple, les différents types de compensation qui existent. Et il ne faut pas oublier, notamment, la compensation en matière d'accompagnement, parce que ça, c'est quand même très important, notamment dans le cadre des personnes qui ont des troubles psychiques ou, plus globalement, des gens qui sont en difficulté personnelle, etc. Donc, le fait de pouvoir prendre en compte leur singularité en matière de comportement et d'attitude est importante. Bien sûr, les compensations techniques, organisationnelles, et on le voit bien d'ailleurs avec la crise du coronavirus, on a été amené à innover beaucoup sur la compensation organisationnelle, mais pour tous les collaborateurs et pas uniquement pour les personnes handicapées. Et que quand on est bien outillé en se disant on est en capacité de dénormaliser le standard, eh bien on est beaucoup plus facile, beaucoup plus résilient et beaucoup plus en capacité de répondre rapidement à des contraintes particulières. Parce que justement, l'un des enjeux d'une politique de diversité, c'est aussi d'être dans l'innovation. L'innovation, parce que quand on est confronté à un problème qu'on n'a jamais eu, eh bien, on trouve une solution qu'on n'avait jamais trouvée. Et on revient à la phrase d'Einstein de tout à l'heure. Ensuite, donc, voilà, raisonnable. Donc là, je vous l'ai exposé, donc je ne vais pas le décliner plus dans le détail. La compensation, donc les différents principes. Hein. Donc là, vous pourrez regarder. Bon, je parlais surtout de la capacité de choix, mais elle doit être aussi expliquée au collectif de travail, sous peine, sinon, de se retrouver à avoir un phénomène de perception de traitement de faveur. Et donc, du coup, l'explication de la compensation et de l'équité va être essentielle. Donc, comprendre déjà le concept lui-même de compensation, puis ensuite, en quoi est-ce que la situation en particulier peut être amenée à nécessiter d'expliquer les besoins spécifiques de la personne. Alors, souvent, on va poser la question, mais si la personne ne veut pas qu'on l'évoque, concrètement, ça veut dire que, bien sûr, qu'il y a un accompagnement de la personne. On ne va pas faire une information du collectif de travail sans la personne, ça c'est clair. En revanche, quand on va avoir des compensations qui vont se voir concrètement, si on n'est pas en capacité de l'expliquer à l'environnement, très vite, il y a un risque d'explosion du système ou du collectif parce que les gens vont penser spontanément qu'on va être dans le traitement de faveur. Ou au contraire, étant donné que si la personne, par exemple, a un handicap visible, le risque, c'est qu'on lui accepte tout parce qu'on va considérer qu'elle est en difficulté, donc tout lui est autorisé, ce qui n'est pas vrai non plus. Ce qu'il y a de spécifique, par exemple, ça va être la compensation des conséquences de son handicap. Et de la même façon, si on a d'autres personnes qui ont des besoins spécifiques et qu'on met en place des réponses adaptées, l'explication va être extrêmement importante à faire. Alors, si la personne ne veut pas en parler, bien sûr que la question de fond, c'est déjà de dire on ne va pas parler de ton handicap, mais de tes besoins et des réponses qu'on va y apporter. Donc ça, c'est déjà un élément très important, puisque la personne peut être amenée à vous dire mais moi, je ne veux pas qu'on parle de mon handicap. Non, on ne va pas parler de ton handicap, on va parler de tes besoins spécifiques. Et de la même façon, si vous êtes avec quelqu'un qui est aidant familial, on ne va pas dire, voilà, cette personne, elle aide son père, sa mère ou quelqu'un d'autre. On va dire, il y a des contraintes spécifiques qu'on est amené à compenser. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer et de communiquer sur la compensation de telle manière qu'elle soit perçue comme étant une vraie réponse équitable et non pas un traitement de faveur. La révision, la logique pluridisciplinaire qui est aussi très importante sur ces sujets-là. Voilà. Donc, derrière, vous avez un petit schéma qui expose ce qui risque de se passer si jamais on n'a pas une pédagogie. D'abord, si la compensation ou l'adaptation n'est pas adaptée, équitable, et si elle est en sous-compensation, ou plutôt si la compensation est inférieure à ce qu'elle devrait être, on risque d'être dans une surcompensation personnelle et donc une aggravation de la situation. Si en revanche, on est dans une compensation qui est surévaluée, on va être dans un traitement de faveur avec un risque de rejet parce qu'on se dit pourquoi est-ce que c'est moi qui dois compenser pour cette personne, pourquoi on a fait ça pour elle, est-ce que c'est pas un traitement de faveur, etc. Donc c'est essentiel de l'expliquer et de le justifier auprès de tout le monde. Voilà. Et donc un petit tableau qui explique dans quelle situation on pense qu'il est pertinent, voire nécessaire, de faire des actions de sensibilisation auprès de l'ensemble du collectif de travail, dans le cas où le handicap se voit ou ne se voit pas, les compensations se voient ou ne se voient pas. Voilà différents cas de figure dans lesquels on peut être amené à se poser ce genre de questions. Et on arrive au bout de la présentation. Donc, l'idée, c'est aussi de vous amener à réfléchir sur le fait que stéréotypes et préjugés, on ne peut pas ne pas en avoir. Mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre l'impact en matière de biais et donc d'être vigilant à ces biais.
Donc ça, c'est un premier élément. Que évidemment, ça n'est pas réservé au sujet du handicap et que ça s'extrapole à toutes nos relations avec nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, etc. Et deuxièmement, que la notion d'équité repose sur le principe dit de compensation des conséquences de la singularité. Et donc, il faut pouvoir parler de la singularité, reconnaître la singularité, pouvoir l'exprimer, se sentir en capacité de l'évoquer et ensuite de prendre en compte de manière équitable, c'est-à-dire sans aller trop loin parce que ce ne serait pas forcément juste ou parce que ça ne serait pas raisonnable, mais toutefois en essayant de réfléchir à quelles sont les solutions possibles pour mettre la personne dans des situations optimales. Et tout ça au bénéfice finalement de l'ensemble des acteurs, parce que plus on va être dans une logique de management équitable et plus on va être dans une logique durable, et donc on rejoint le modèle de développement durable au bénéfice de tous les acteurs de la problématique. Voilà, c'est évidemment extrêmement synthétique et simplifié, mais c'est pour pouvoir amener un peu la réflexion et l'échange sur cette notion de management des singularités, sur laquelle je suis à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires. Stéphane ? Et merci. Ton intervention. Stéphane est là. Guy aussi, du moins, ouais, Simon aussi. Merci donc du coup Guy pour cette présentation et ton intervention extrêmement intéressante. Ce que je vous propose du coup, si vous avez des questions, c'est le moment donc de pouvoir les partager et de revenir dessus. Là, on a un temps donc dédié de 30 minutes pour pouvoir partager ensemble. Là, on a en tout cas une première, alors pas une question, mais une première remarque de la part de Valérie R, notamment par rapport à cette présentation et ce concept qui s'adapte à tous en fonction des vulnérabilités de chacun et des besoins même temporaires parfois dans certains aménagements. Exemple de la parentalité Exactement. qu'elle démontre. Exactement, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de prendre en compte le fait que tout ce qu'on évoque là, en fait, le sujet du handicap est finalement un levier de réflexion sur le management des singularités au sens large, et on est tous singuliers. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que le thème du handicap, mais on peut le prendre par un autre thème, peut servir de base à une réflexion globale sur les pratiques de management au sens large, les pratiques non discriminantes de management au sens large. Et donc, bien sûr, sur la parentalité, bien sûr, sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, ça peut être vrai sur le fait religieux, ça peut être vrai sur l'origine, ça peut être vrai sur l'âge, ça peut être vrai sur des tas de situations ou des situations qui ne sont pas d'ailleurs forcément définitives, qui peuvent être purement temporaires, comme c'est évoqué, où on est en capacité finalement de regarder la singularité de chacun, l'altérité ou la vulnérabilité ou la fragilité de chacun, et de la considérer pour la prendre en compte. Non pas d'une façon, on va dire, émotionnelle et un peu autour de la notion de pitié ou de compassion, mais plutôt autour de la logique du respect de la singularité de l'autre, et donc d'être en capacité de réfléchir en matière d'adaptation réciproque pour que les choses s'inscrivent dans la durée. Donc, effectivement, sur la parentalité, on peut absolument transposer le raisonnement. On peut le transposer sur des parents d'enfants handicapés. On peut le transposer sur des gens qui sont en crise de couple, par exemple. On peut le transposer sur des gens qui sont pas à l'aise avec tel ou tel type d'outil ou avec telle ou telle compétence dans l'entreprise. Parce que finalement, la notion de compensation, quand on recrute un nouveau collaborateur, par exemple, on va être amené à devoir compenser le fait qu'il arrive dans l'entreprise et donc à lui donner des moyens pour qu'il réussisse à réduire le désavantage d'être quelqu'un de nouveau pour pouvoir appréhender comment fonctionne l'entreprise. Donc, très clairement, ce raisonnement-là, qui effectivement, au départ, peut être assez focalisé sur le sujet du handicap, peut être très largement transposé dans toutes les pratiques RH et managériales. Moi, j'avais une question à te soumettre, Guy, par rapport à tout cela, et au-delà de la question large du handicap, en fin de compte, quand on manage, on se rend compte qu'on a aussi besoin de manager des comportements types liés à des individualités. Je sais pas, je te donne un exemple. Si je donne à Stephen toute la journée à faire des tableaux, c'est pas du tout dans son comportement type, alors qu'il a les compétences, c'est-à-dire qu'il est capable de le faire. Complètement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, du management, de la préférence comportementale, en fait, et de cette place dans le management aujourd'hui dans les organisations? Alors, déjà, je commencerai par dire que
et je vais commencer sur le handicap pour extrapoler jusqu'à l'élargissement plus global. Je dis souvent, manager une personne handicapée, c'est manager une personne différente, c'est juste un pléonasme, normalement. Ça doit être un pléonasme, en fait. Oui. D'accord? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, et manager des situations complexes m'amène à être meilleur, si jamais j'arrive à le faire, pour manager des situations moins complexes, qui peut le plus moins. Donc, réfléchir en matière de management des singularités, c'est globalement améliorer ses pratiques managériales. Alors après, pour répondre plus spécifiquement à ta question, effectivement, si tu dis, je vais confier, par exemple, à Stéphane toute la journée la réalisation de tableaux. Je sais qu'il est capable de le faire, il a la compétence pour, etc. Sauf que la problématique qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, est-ce que ça va être raisonnable? Et là, on revient à la notion de raisonnable que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je lui confie ça tous les jours et tout le temps, à un moment donné, ça va le mettre dans un contexte dans lequel il va être obligé de surcompenser en permanence parce qu'il va faire en permanence des activités sur lesquelles son appétence et son envie n'est pas non plus absolue. C'est-à-dire, il n'a pas envie de faire que ça. Et donc, la question fondamentale, c'est la question de l'équilibre. L'équilibre entre les exigences et les contraintes de l'entreprise, et l'équilibre entre les appétences, les aptitudes et les envies du salarié. Et les capacités, bien sûr, avec ses fragilités, etc. Et la réussite du management, c'est de trouver un équilibre qui soit au bénéfice de tout le monde dans la durée, en fait. C'est-à-dire que si tu dis à Stéphane, écoute Stéphane, pendant un mois, je te demande de faire que des tableaux, parce que à un moment donné, on est dans une telle mouise qu'il va falloir que tu adaptes, voilà, j'ai besoin de toi et je voudrais que tu puisses le faire. Etc. Si tu lui expliques ça de cette manière-là, probablement qu'il va te dire, OK, je veux bien. Mais si ça dure un mois, si ça dure 2 ans, je vais te dire non. Parce que ça ne sera plus raisonnable, en fait. Et donc, la question de fond du management équitable, c'est la capacité de se poser pour réfléchir à comment on trouve un équilibre d'intérêts et de contraintes entre l'environnement. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a la personne, il y a son environnement précis, c'est-à-dire le management et ses collègues de travail, et il y a l'entreprise elle-même, globalement, la structure qui va mettre en place des moyens. C'est comme, par exemple, tu as besoin d'une formation pour faire quelque chose, l'entreprise va peut-être te payer la formation à partir du moment où on se retrouvera dans cet équilibre d'intérêt. Et donc, ce qui va être fondamental, c'est que le management, moi, je définis souvent le manager comme la personne qui régule les mesures de compensation entre les 3 niveaux, entreprise, salarié, collectif de travail, pour mettre chacun des 3 parties dans des conditions optimales, et donc pour mettre son salarié notamment dans des conditions optimales et durables d'occupation de son poste. Ce qui est intéressant, c'est que ça questionne en fait les bons vieux modèles de performance des organisations, quoi, parce qu'on a pour habitude de mesurer la performance, financière ou extra-financière par des indicateurs qualité orientés produits, alors qu'en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, on peut mesurer une performance liée aussi au collectif, quoi, à l'adaptation du collectif et certainement que c'est un bon indicateur pour de meilleurs résultats, quoi. Alors, c'est très intéressant que tu introduises la notion de performance parce que je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Parce que justement, la question du handicap, encore une fois, questionne sur la performance, mais du coup, se transpose à tout le monde. Prenons l'exemple des gens qui courent le 100 mètres en athlétisme. D'accord? Et posons la question de savoir ce que c'est que l'excellence. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui revendiquent la notion d'excellence, par exemple. Oui, c'est un mot fourre-tout. L'excellence, machin, tout le monde est excellent. Alors moi, je te pose la question, et je vous pose la question à vous tous qui êtes là, qu'est-ce que c'est que d'être excellent au 100 mètres en athlétisme? Sachant que le record du monde, c'est 9 secondes 58 à peu près par Usain Bolt. Voilà. Donc, à quel moment on considère que quelqu'un est excellent au 100 mètres en athlétisme? Bon, imaginons qu'on réponde, ce qui arrive souvent, 10 secondes. Oui. Ou même 10-5, faisons 10 secondes 5. Bon. Donc, si on répond ça, on induit le fait qu'il n'y a aucune femme excellente au 100 mètres en athlétisme dans le monde. Même la championne paralympique ou la championne olympique de 100 mètres n'est pas excellente, puisque le record du monde du 100 mètres féminin, c'est 10,73. Oui. Ah mince alors.
Bon, alors on va réfléchir autrement, on va dire bah, c'est 11 par exemple. Et dans ce cas-là, on dit bah, il n'y a aucune personne handicapée excellente au 100 mètres sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le record du monde du 100 mètres paralympique, pour des gens qui courent avec des lames, par exemple, c'est plus de pratiquement 12 secondes. D'accord, on va mettre 13. Et en fait, on s'aperçoit que la notion d'excellence est une notion, et il y a deux appréhensions possibles. Soit c'est une valeur absolue, soit c'est une valeur relative. Et le management va consister à rendre chacun de ses collaborateurs excellents en lui posant des objectifs qui soient en cohérence avec ce que la personne peut faire, si on lui donne les moyens de le faire et s'il joue le jeu de le faire. Et comportement compris, oui. Y compris les aspects comportementaux, naturellement, hein, et puis l'attitude d'engagement personnel, etc. Mais tout ça, c'est une résultante. Et donc, ce qui est vraiment essentiel dans ce questionnement-là, c'est que ça amène effectivement à devoir se re-questionner, y compris sur ces pratiques d'évaluation, puisque l'objectif, si on donne un objectif inatteignable à des gens, on sait très bien qu'il y a un désengagement qui est très fort, puisqu'ils se disent de toute façon, l'objectif qu'on fixe, je l'atteindrai jamais. Donc, je vais même pas essayer d'atteindre l'objectif que je pourrais atteindre. En fait. Et donc, cette notion de management des singularités est hyper intéressante parce qu'elle questionne là-dessus. Et après, évidemment, toujours, avec la limite, ou du moins la question du raisonnable qui est intéressante. Parce que peut-être qu'à un moment donné, si on dit, bah oui, mais moi, je fais du mieux que je peux, mais mon 100 mètres, je le cours en 3 minutes, bah, c'est pas raisonnable non plus. Hein, donc, il faut aussi trouver cet équilibre-là entre tout le monde. Mais du coup, ça amène à se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire que de manager les gens. Est-ce que ça veut dire les manager de manière standardisée ou est-ce que ça veut dire être en capacité de dénormaliser et de prendre en compte les singularités de chacun? C'est vraiment ça la question de fond. C'est ça qui est intéressant dans le domaine du handicap. Okay. Très bien. Alors, on a plusieurs questions qui sont apparues. Je propose de commencer du coup avec une question venant de Cécile T. Pourriez-vous nous dire la place du correspondant handicap dans cet accompagnement? Alors, quand on va focaliser sur la thématique du handicap, bah forcément le correspondant handicap, il va avoir en gros, si on prend comme principe de base que les deux notions en gros, il y a 3 notions essentielles à comprendre, à prendre en compte si on travaille sur le sujet du handicap, mais plus largement de la diversité. Le premier, c'est tout ce qui est stéréotypes et préjugés, on en a largement parlé. Donc, le rôle du correspondant handicap ou du chargé de mission handicap national, etc., son rôle majeur, c'est quoi? C'est de participer au changement de regard là-dessus. C'est-à-dire non pas en tant qu'individu de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir toutes les personnes pour enclencher le changement sur les biais décisionnels, etc. Parce que j'ai pas forcément le temps de faire ça, mais de construire des dispositifs de formation, de sensibilisation, de communication, d'information, pour que les gens prennent conscience de ces phénomènes. On le voit là dans un webinaire en 1 heure, on est déjà capable d'aborder le sujet. Alors, on n'est pas dans le micro-détail, mais on peut déjà aborder le sujet. Donc, le rôle du correspondant, ça va être de construire des outils et des dynamiques de communication, d'information, de sensibilisation et de formation pour amener les gens à comprendre ces phénomènes de biais et de stéréotypes, préjugés et biais. Donc, comportement non discriminant, etc. Et ça, de manière récurrente, parce que on a beau faire, c'est pas parce qu'on le dit une fois que c'est complètement entré dans la tête des gens, et par différents médias, par différents outils, etc. Donc, c'est là où, par exemple, la notion de sensibilisation et de formation est essentielle. Premièrement, c'est ce premier point. Deuxième point extrêmement important, c'est la notion de compensation, parce que la notion de compensation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas si simple que ça, en fait. Ça paraît pas aussi évident. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, quand je passe devant à Paris, pourraient croire que c'est du traitement de faveur, parce qu'ils ne comprennent pas forcément le contexte. Donc, l'évaluation des besoins de compensation va nécessiter d'être organisée, puisqu'en plus, on est dans la dénormalisation du standard. Et c'est une approche qui doit être forcément pluridisciplinaire. Donc, en fait, le référent handicap, le chargé de mission handicap, est une forme de chef d'orchestre de la mise en œuvre de cette notion de compensation. D'abord, pour la faire connaître, et on revient au premier point sur des notions de stéréotypes, mais sur la notion de pédagogie autour de la singularité, pour que les gens comprennent ces notions de compensation notamment et d'équité. Et deuxièmement, opérationnellement derrière, pour faire en sorte que, parce qu'en fait, un manager, par exemple, à qui on propose un candidat travailleur handicapé, lui, il va être confronté à 2 problématiques, c'est j'ai peur les stéréotypes préjugés, premièrement, et deuxièmement,
Mais oui, mais s'il faut adapter le poste, moi, je sais pas faire. Donc, en fait, l'idée du référent handicap ou le correspondant ou le chargé de mission handicap, il doit être un simplificateur de la mise en œuvre des mesures de compensation. Et donc, plus il va simplifier la vie des gens, plus les gens seront ouverts à y aller. Et donc, son rôle majeur, ça va être d'organiser finalement la démarche pour que les stéréotypes et préjugés soient moins prégnants et les biais, du coup, soient moins importants. Deuxièmement, que la notion de compensation se mette en œuvre de manière la plus simple possible. Donc, en allant chercher les moyens financiers, par exemple auprès de la GFIP ou des différents acteurs ou du FIP-HFP pour la fonction publique, pour rendre les choses plus raisonnables. Deuxièmement, pour aller l'expliquer aussi au collectif, à l'environnement de travail, puis aussi pour organiser, dynamiser les processus pluridisciplinaires de mise en œuvre des compensations. Donc, trouver des partenaires, trouver des prestataires qui vont amener les bons matériels, etc. Donc, en fait, c'est une sorte de chef d'orchestre qui apporte une expertise interne sur cette thématique qui vient finalement se plaquer sur le management classique. Et puis, surtout, faire passer le message comme quoi le management équitable, c'est le management durable. Donc, en fait, et ça, c'est un travail à faire auprès de l'ensemble du corps social, y compris de la direction, pour qu'elle soit support de ce genre de politique d'emploi. Et donc, ça, c'est vrai sur le handicap, mais on peut l'extrapoler sur l'ensemble des thématiques de la diversité. Donc, le rôle du référent handicap, c'est vraiment ça. Et puis, le dernier élément qui est fondamental, c'est tout ce qui va être la notion d'enjeu, c'est-à-dire à quoi ça sert d'aller dans une politique de développement durable social, de diversité, de non-discrit, de handicap, d'égalité femmes-hommes. C'est quoi l'intérêt? Parce qu'on en voit bien les contraintes. Les contraintes, c'est travailler sur les stéréotypes, les préjugés, etc. C'est aménager les postes quand il y a besoin, c'est mettre en place des dispositifs spécifiques, etc. Donc ça, c'est quand même un peu plus compliqué. On voudrait bien parfois avoir que des gens extrêmement standardisés parce que c'est plus simple à gérer au quotidien. Mais en quoi est-ce que derrière, on se retrouve avec des enjeux? Et en termes d'enjeux, il y a l'innovation dont je parlais tout à l'heure, il y a la réponse aux contraintes légales naturellement, mais il y a aussi la marque employeur, il y a des tas de motifs et d'enjeux qui vont porter la démarche. Donc, si on n'a pas les enjeux, on va pas donner envie aux gens d'y aller. Donc, ce qui est fondamental aussi quand on démarre une politique d'emploi, par exemple de handicap ou de diversité, c'est de bien se questionner sur, dans mon contexte à moi d'entreprise, quels sont les enjeux qui vont porter la démarche et comment moi je vais pouvoir les vendre, entre guillemets, cette démarche à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, le rôle du référent handicap, alors bien sûr, après, il y a aussi plein de choses, le diable se niche dans les détails, il y a plein de choses opérationnel à faire, des déclarations, des choses techniques, ça. Mais globalement, c'est agir sur ces trois axes. Stéréotypes, préjugés d'un côté, comment je fais pour les faire bouger, les biais, etc. Deuxièmement, tout ce qui est mise en œuvre de la compensation. Et troisièmement, identification et promotion des enjeux pour l'entreprise. Ok, très bien. Du coup, pour rebondir, il y a aussi pas mal de questions qui viennent autour donc, du management et notamment comment inclure les collaborateurs dans cette prise en compte donc, et surtout comment les sensibiliser. Certains collaborateurs, notamment, peuvent percevoir l'handicap comme un poids au sein de l'entreprise. Comment aborder ça avec les collaborateurs? C'est une question qui est revenue plusieurs fois et dont Juliette R nous partage la théorie de la cuillère pour justement pouvoir sensibiliser au mieux les équipes. Alors, la théorie de la cuillère, je la connais pas. Et donc, voilà. Pour aller plus loin. Piste de réflexion en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que à partir du moment où on va être en capacité d'exposer et de faire comprendre aux gens que manager des personnes handicapées, c'est juste manager, et que finalement, on est sur la prise en compte des singularités de manière plus globale, on va forcément peut-être intéresser plus de gens. Parce que, et d'ailleurs, nous, ce qu'on constate souvent quand on fait des formations de managers, par exemple, au départ, on nous demande de faire des formations de managers sur la thématique, par exemple, du handicap. Et ce qui est super intéressant, c'est quand à la fin de la formation, le manager dit finalement, ce n'était pas une formation sur le sujet du handicap, c'était une formation de management. Et là, on dit si vous avez intégré ça, c'est qu'on a réussi notre formation. Et donc, comment on peut faire adhérer les gens à ça? En fait, justement, parce que en s'intéressant au sujet du handicap et plus globalement de la diversité, on amène à améliorer globalement les pratiques de management pour tous les collaborateurs, puisque tout le monde, dans sa vie, à des moments donnés, va se retrouver potentiellement. Alors, quand je dis en situation de handicap, je ne veux pas dire avec le statut de personne handicapée, hein.
Je dis juste qu'elle va avoir à un moment donné une fragilité, une difficulté, une problématique qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, si l'entreprise finalement se dote des outils et des moyens nécessaires pour être capable de traiter l'altérité, de la prendre en compte et de la respecter, tout le monde sera bénéficiaire in fine. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de faire comprendre au corps social que c'est au bénéfice des gens, enfin, c'est au bénéfice, pas des gens, c'est au bénéfice de la collectivité, c'est-à-dire y compris de la structure elle-même. Parce que si on dit juste c'est pour vous qu'on le fait, on n'est pas très crédible. Si on dit c'est pour l'ensemble du corps social qu'on le fait, c'est-à-dire la structure, les collectifs de travail, les individus, etc., là, on peut peut-être être amené à avoir une adhésion plus importante de la part des gens. Deuxièmement, c'est que finalement, quand on explique aux gens les notions de stéréotypes et préjugés, il y a déjà plein de freins qui tombent et de biais décisionnels. Il y a déjà plein de freins qui tombent parce que si on se pose la question de oui, mais finalement, est-ce que ce que tu dis là, c'est pas un biais? Est-ce que le fait que tu veuilles pas, c'est pas juste lié à un préjugé que tu as? Et quand on amène les gens à se questionner là-dessus, il y a déjà plein de freins qui tombent. Donc après, l'aménagement réel du poste, bah effectivement, c'est une contrainte particulière, mais d'abord, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément besoin qu'on adapte de manière très significative leur poste de travail, c'est souvent un peu préjugé. Et puis quand il y a besoin d'aménager de manière assez significative, bah, finalement, il y a des dispositifs qui existent, il y a des aides, il y a des mesures qui peuvent être mobilisées pour simplifier tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, mais si moi j'étais aussi sur la planète dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que j'aimerais que lui, il m'embauche? Ben, c'est ça quand même la question de fond. Et si jamais il me dit non, est-ce que j'estime pas que c'est injuste et injustifié? Donc, est-ce que je n'ai pas envie finalement de faire en sorte, alors après ça peut paraître un peu utopique tout ça, mais c'est quand même intéressant de se poser la question de savoir est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire en sorte que chaque collaborateur de l'entreprise finalement soit en capacité de vivre sa vie professionnelle tout en étant respecté en tant qu'individu et dans son altérité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'un des enjeux très forts de ces politiques de diversité, c'est aussi une capacité d'attractivité vis-à-vis de populations qui statistiquement, attention aux stéréotypes, mais qui statistiquement se questionnent de plus en plus sur la potentialité que l'organisation va avoir de les reconnaître en tant qu'individus et de leur donner du sens dans leur activité professionnelle. Et tous ces sujets-là sont des sujets qui sont porteurs de sens, en fait. La question du sens au travail, alors là, on est dans l'école 3A, donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous interroge pas mal et qui vous, évidemment, sur lequel vous êtes extrêmement engagé, mais la question du sens dans le travail est quand même quelque chose qui va de plus en plus, d'ailleurs, moi, je le constate avec mes enfants, par exemple, qui de plus en plus se posent la question de, mais finalement, est-ce que l'entreprise me traite correctement? Est-ce qu'elle me reconnaît? Est-ce qu'elle me respecte? En fait, moi, je m'engage pour elle à compter du moment où elle me respecte et elle me propose un environnement professionnel qui soit structuré autour de la logique de respect. Oui, puis y compris, je pense que la crise actuelle accélère ce mouvement sociétal, quoi. Ouais. Je pense que ça va. En tout cas, j'espère que ça va renforcer cette réflexion. En tout cas, je l'espère. D'accord. Encore quelques questions, du coup, notamment une de la part d'Emma L. Concernant les handicaps invisibles. Comment prendre en compte la singularité de chacun quand celle-ci n'est pas reconnue? Exemple, un début de dépression. C'est toujours compliqué pour un manager de gérer cet aspect envers le collectif car l'handicap n'est pas forcément visible. Alors, oui, et c'est bien là où la pédagogie de la singularité est importante. Ce qui est fondamental, c'est pas la visibilité du handicap. Ce qui est fondamental, c'est la visibilité des conséquences du handicap. Et le distinguo entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, si on va au-delà du sujet du handicap, si quelqu'un est en phase de divorce, par exemple, en période de divorce, ce qui est fondamental, c'est pas qu'il soit en période de divorce, c'est les conséquences que cette étape, cet événement va avoir sur lui et sur son travail. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de communiquer auprès du collectif de travail, non pas sur la pathologie, la difficulté ou la problématique de la personne, mais sur les impacts que ça a sur le travail, avec une logique de reconnaissance bienveillante, évidemment toujours raisonnable aussi. Donc, comment je vais faire? Je vais pas dire cette personne elle a cette pathologie. Ça n'a pas de sens de dire la pathologie. D'ailleurs, dire la pathologie, je vais prendre un tout petit exemple pour illustrer en quoi ça pourrait avoir un effet même complètement délétère. Si par exemple vous me demandez ce que j'ai et que je vous réponds, j'ai le syndrome de l'air dans l'os, par exemple. Bon ben voilà.
Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. Alors, du coup, de l'air dans l'os, souvent les gens vont dire, ah oui, il a de l'air dans l'os, donc ça veut dire qu'il a la maladie des os de verre, parce qu'il a les os fragiles, parce qu'il a de l'air dans les os. Bah, pas du tout, en fait. Hein. C'est parce que Euler est dans l'os, c'est les noms des 2 médecins qui ont découvert la pathologie, en fait. Donc, on est dans une logique où, attention encore une fois aux stéréotypes qu'on peut avoir. Le stéréotype, c'est de l'air dans l'os, bah voilà, il a les os de l'air. Non, ça n'a rien à voir. Donc, si je vous dis la pathologie, vous n'étant pas médecin, par exemple, bah, vous n'allez pas forcément pouvoir en déduire quelque chose. Ce qui va être essentiel, c'est que je vous dise les conséquences que ça a sur moi et donc sur mon travail. Et donc, comment il faudrait adapter l'environnement à ça. Et si on est dans cette logique-là, on ouvre la parole beaucoup plus facilement. Alors, ça n'est pas un truc magique et ça résout pas toutes les problématiques. Ça peut mettre du temps parce que ça dépend aussi du travail de deuil de la personne, où est-ce qu'elle en est dans sa situation, etc. Mais ça n'empêche. La visibilité du handicap, c'est pas le truc le plus important. D'ailleurs, 80% des handicaps ne se voient pas aujourd'hui. Par contre, ce qui va être important, c'est la visibilité des conséquences et donc des mesures de compensation que je veux mettre en face. D'ailleurs, si jamais on aborde la pathologie, imaginons que quelqu'un soit schizophrène à tendance paranoïaque, il va jamais vous le dire, quoi. C'est pas possible. En revanche, que ça ait un impact sur le comportement de la personne et du coup que ça amène le manager et le collectif de travail à comprendre comment il peut adapter ses exigences, son management, etc., dans une limite raisonnable à la situation de la personne, ça peut engendrer une démarche vertueuse qui va s'inscrire dans la durée. Donc, si la personne est en début de dépression, soit on fait comme si ça n'existait pas et on participe de l'aggravation de la situation, soit on le prend en compte en disant, OK, je comprends, cette difficulté, elle est… Alors, peu importe que ce soit un début de dépression ou peu importe la cause, finalement. C'est l'impact en disant, bah, je me sens pas très bien en ce moment, j'aurais besoin que tu prennes un peu en compte ça et que tu adaptes un peu ta façon de me manager ou les exigences que tu as parce que temporairement… Alors, encore une fois, dans une limite raisonnable, il ne faut pas que ça dure pendant 100 ans. Si quelqu'un vous dit oui, alors je suis en début de dépression parce que mon arrière-grand-tante est morte il y a 40 ans, ça n'a pas de sens. Mais si par contre, c'est en ce moment, je suis un peu en difficulté, etc., si j'entends ça et que je ne suis pas dans une logique purement basique et normative, disant de toute façon, pour toi, c'est comme pour tous les autres, il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment, bah, le seul événement qui peut se produire, c'est que la situation s'aggrave, que ça parte au clash et que finalement tout le monde soit perdant. Bien entendu. Très bien. On peut poursuivre avec une question donc, de Sandra G, qui là se place plutôt dans la personne en situation de handicap. La question est comment faire si une personne en situation de handicap dont on a connaissance refuse la compensation, la compensation se sentant privilégiée par rapport aux autres. Elle pose notamment cette question parce que c'est en connaissance de cause, elle l'a déjà vécu au sein de sa structure. Alors, bah, on revient à mon schéma de tout à l'heure qui consiste à dire en gros, si je me sens privilégié, ça veut dire que je veux être considéré comme tout le monde. Si je veux pas être privilégié, c'est que je veux être considéré comme tout le monde. Et que je considère que être comme tout le monde, c'est être à l'identique, c'est-à-dire sans singularité. D'accord? Donc, ça veut dire que la personne n'a pas compris la notion de compensation. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord, première chose, diffuser le concept de compensation dans l'ensemble du corps social. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, des personnes handicapées qui viennent me voir avant une conférence en me disant bah, moi, ça sert à rien que je vienne, hein, parce que de toute façon, je suis handicapé, donc ce que vous allez dire, ça m'intéresse, ça me concerne, enfin, ça me concerne pas. Je le sais déjà. Je dis bah, pas du tout. Donc, en général, c'est même les premières personnes auprès desquelles il faudrait faire une pédagogie. Donc, la notion de compensation, elle doit d'abord être expliquée aux personnes handicapées elles-mêmes, pour qu'elles comprennent que c'est un droit d'une part, et d'autre part, c'est une garantie, enfin si ce n'est une garantie, c'est une chance supplémentaire d'aller dans une logique durable. Donc, la personne qui dit je vais être privilégiée, c'est parce qu'elle perçoit que être traité différemment, c'est-à-dire être compensé à une situation de handicap, c'est un traitement de faveur. C'est-à-dire elle n'a pas compris qu'on est dans une logique d'équité. Donc, il faut l'accompagner dans la compréhension du principe de l'équité. Dans le risque aussi de la surexigence, c'est-à-dire que si c'est moi qui compense, eh bien, forcément, à un moment donné, je vais consommer de l'énergie pour ça. Et au bout du bout, je risque fort de me retrouver dans une situation où je vais être, on va dire, épuisé, quoi. Et tout le monde sera perdant, parce que si je suis épuisé, je risque de voir ma situation s'aggraver, d'être obligé de m'arrêter. Donc, finalement, mon entreprise va plus pouvoir compter sur moi. Enfin, tout le monde est perdant. Donc, peut-être la réponse un peu caricaturale et rigolote qu'on peut faire à quelqu'un, c'est oui, tu as raison, je vais te traiter différemment, comme tout le monde. Voilà. Parce que mais évidemment, ce dont il faut avoir conscience, c'est que si l'entreprise,
elle ne traite pas, elle ne considère pas, elle ne manage pas l'ensemble de ses collaborateurs en prenant en compte leur singularité, alors le fait de ne le faire que pour les personnes handicapées, là, ça devient stigmatisant. Donc la notion de management des singularités, elle doit se diffuser sur l'ensemble de l'entreprise. En fait. Je comprends bien, et là, ça me permet moi aussi de rebondir par rapport à un exemple au sein de l'école. On accompagne aujourd'hui des jeunes en recherche d'alternance, et c'est une thématique qu'on se pose, une problématique sur laquelle on s'en pose souvent, c'est comment aborder en fait l'handicap avec un jeune qui est en recherche d'emploi, et justement, on s'aperçoit en fait après coup qu'il a une reconnaissance handicapée et qu'il pourrait bénéficier au fait de nouveaux dispositifs. Ouais. Nous, en tant que RH, parfois on peut avoir des complications pour verbaliser ça. On ne peut pas mettre dans une mauvaise posture le jeune qu'on accompagne, mais le jeune, pareil, en disant oui, je suis handicapé, craint également aussi que certaines portes se ferment. Complètement. Alors, y compris enfin, les jeunes sont confrontés de manière toute simple au jeunisme en fait, hein, surtout pour des postes d'encadrement, etc. Qui est une forme de handicap en fait selon la place quoi, hein, demandée. Bah moi, j'ai eu des consultantes au sein du cabinet auxquels la notion de jeunisme qui ont été confrontés à des logiques de jeunisme, c'est-à-dire des gens qui disent ah non mais vous êtes trop jeune pour être consultant quoi. Bah, pas forcément, vous n'avez pas juste de la connaissance et de la compétence que vous avez. Mais bon, voilà. Pour revenir à la question de comment l'évoquer, finalement, quand on fait des formations de recruteurs, par exemple, nous, on a un conseil assez simple à proposer, c'est de formulation de questions. C'est si vous êtes reconnu travailleur handicapé, est-ce que votre situation de handicap ou votre handicap génère des conséquences sur l'activité professionnelle? Et si génère des conséquences sur l'activité professionnelle, est-ce que vous êtes déjà, vous, en capacité de proposer ou d'identifier des mesures de compensation qui vont permettre de réduire ces conséquences? Voilà. Parce que la personne, elle connaît déjà bien sa situation, elle est en capacité peut-être d'être en proposition là-dessus. Mais si elle n'est pas en capacité de le faire, parce que par exemple, si c'est sur l'organisation du travail, bah, on réfléchit avec l'entreprise sur comment on adapte. De l'importance d'avoir, par exemple, dans les entreprises, des gens qui sont formés et sensibilisés à ça. Parce que, si vous voulez, la problématique majeure qui se pose, c'est que derrière la notion de handicap, c'est moi, par exemple, depuis que je suis né, la phrase que j'ai le plus entendue quasiment liée à ma situation, c'est pas possible. Je reviens à l'exemple que j'avais tout à l'heure par rapport à mon manager. Voilà, les gens spontanément vont dire non, mais c'est pas possible. Mais en fait, quand on réfléchit un petit peu, oui, il y a 3 mois en arrière, il y a des tas d'entreprises qui disaient le télétravail, c'est pas possible. Oui, oui, mais ça c'est clair. Clairement, si, bien sûr que si, c'était possible. La preuve, c'est que tout le monde l'a fait. Enfin, tout le monde, non, parce qu'il y a des métiers qui sont vraiment incompatibles, mais globalement, la plupart des entreprises. Mais, et donc, du coup, ce qui paraît impossible, c'est juste parce qu'on ne s'est jamais posé de la question de comment le faire, en fait. Et donc, le sujet du handicap va être amené à devoir repousser un peu les bornes ou les limites de ce qui paraît pas possible. Donc, si on n'exprime pas ça, bah, la personne va surcompenser, ça ne sera pas durable. Donc, comment faire pour que la personne, elle dise oui, mais moi, je veux bien l'évoquer, bah, parce qu'on va rentrer en logique d'analyse des conséquences et pas de la nature du handicap, c'est déjà un élément fondamental. Et ensuite, d'accompagner ou de s'adresser à des entreprises qui vont avoir une capacité d'ouverture là-dessus. Mais c'est vrai sur le handicap, comme c'est vrai d'ailleurs sur des tas d'entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est super rigolo, c'est de constater que les entreprises qui sont les plus ouvertes à la thématique du handicap et de la diversité généralement, c'est les TPE-PME. Oui. Ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire, mais ils ont moins de moyens pour adapter. Sauf qu'effectivement, ils ont moins de moyens pour adapter, mais la capacité de dénormalisation est beaucoup plus directe et simple. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il n'y a pas de référent handicap dans les PME, TPE, et pourtant, il y en a plein qui recrutent des personnes handicapées. Donc, en fait, la question, c'est comment on va accompagner cette démarche. Et donc, pour ça, il faut faire de la pédagogie autour de ces notions de diversité et de singularité. J'ai une dernière question que je me pose. En fin de compte, en France, on a quand même une culture assez administrative et assez normative. Alors, je vois Gwenaël qui indique senior 45 ans, c'est-à-dire qu'à 45 ans, on est senior, et en dessous de 30 ans, on est un petit bleu inutile. Bon.
Il faut des diplômes. Alors, je devrais pas dire ça, mais il faut des diplômes, des tas de diplômes pour être en capacité de. Donc, on a normalisé et supprimé petit à petit, en fin de compte, l'apprentissage sur le tas, par l'expérience. Bon. Comment ça se passe à rapport donc à la différence, à la singularité? Comment ça se passe dans d'autres pays, à l'étranger? Est-ce qu'il y a dans certains pays où il y a moins cette culture normative et donc plus de capacité un peu innée à manager la singularité ou pas du tout Alors, la France est quand même un pays assez reconnu pour être très orienté sur la logique des diplômes. Ça, c'est clair. Bon, alors effectivement, vous êtes dans une école et je comprends que les diplômes, ça va, mais en fait, ce qui est fondamental dans un apprentissage, c'est pas le diplôme, c'est ce que j'ai appris quand même. C'est ce que ça a développé en moi en matière d'appétence, d'aptitude et de compétences. Donc voilà, plus que le diplôme lui-même. Le diplôme, finalement, c'est qu'une sanctuarisation d'un certain nombre d'acquis en théorie et d'aptitudes notamment. Bien sûr. Bon, alors, c'est sûr que si on regarde des pays, notamment les pays anglo-saxons ou les pays nordiques, par exemple, on est quand même beaucoup plus sur une approche. Bon, alors ça, c'est un truc qui est assez répandu. Alors, avec pas que des avantages, mais qui est quand même assez répandu dans la perception qu'on a des États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, on est beaucoup plus en capacité de recruter quelqu'un, même s'il n'a pas un diplôme. Enfin, après, il y a des diplômes réglementés, médecins, etc. C'est autre chose. Mais dans beaucoup de métiers, on pourrait très bien envisager que la personne, elle a envie de faire quelque chose et qu'elle a des aptitudes pour le faire et que si on l'accompagne un peu, eh ben, on pourrait être amené à le faire. Donc ça, clairement, il y a quand même un vrai distinguo et on est en France comme un pays très construit autour d'une logique effectivement assez égalitariste et très orienté à rebooter sur les diplômes, avec en plus une difficulté à comprendre qu'on pourrait être amené à compenser dans les cursus pour permettre à des gens d'obtenir des diplômes alors qu'ils ne peuvent pas parce que le cursus est inadapté. Et que donc, du coup, on demande aux personnes d'être complètement standardisées dans le cursus lui-même. Donc, il y a des pays quand même sur lesquels c'est beaucoup plus ouvert. Alors, après, c'est pas non plus, les États-Unis, par exemple, c'est pas non plus la magie sur le sujet. Parce que, par exemple, aux États-Unis, le sujet du handicap, quand vous êtes handicapé et pauvre, vous êtes quand même mal barré, quoi. Alors qu'en France, vous êtes quand même beaucoup mieux pris en compte. Donc, il faut pas non plus jeter le truc. Donc, la France, c'est pas spécifique d'ailleurs au sujet du handicap. On peut extrapoler ça aux gens qui n'ont pas les parcours classiques. Quand Richard Descoings a ouvert les classes d'excellence à Sciences Po, il s'est fait taper dessus pendant des mois avant qu'on comprenne qu'on était dans l'action positive, quoi. Et donc, la différence entre action positive, discrimination positive, elle est très mal perçue en France, très mal comprise en France. Et la notion d'équité. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de faire bouger les lignes sur ces sujets-là pour expliquer, faire une grosse pédagogie sur la différence entre action positive et discrimination positive. Dernière chose par rapport à ta question, Simon, c'est que ce qui est intéressant à constater, moi, j'ai constaté dans le domaine de l'informatique, par exemple, quand j'ai commencé à bosser, le premier poste que j'ai eu, on a été 35 personnes embauchées le même jour pour être ingénieur en informatique. Sur les 35, il y en avait un seul qui avait fait de l'informatique, c'était moi. Les 34 autres, ils n'avaient pas fait d'informatique jamais. Et pourquoi ils avaient fait ça? C'est parce qu'en fait, ils étaient confrontés à une problématique d'offre et de demande. Et donc, quand vous êtes dans une logique d'offre et de demande, et que vous êtes, on va dire, dans la problématique de la pénurie de candidats, c'est dingue ce qu'on est capable de compenser, en fait. Oui, non, mais c'est sûr. D'accord? C'est-à-dire que quand on cherche des experts, ou même dans les années 2000, quand il y a eu l'euro, l'an 2000, ou même encore maintenant dans le domaine de l'informatique où on est en pénurie, dans les années 80, c'était encore pire. Alors là, on était capable de faire tout, de compenser dans tous les sens, de faire de la formation pendant 3 mois, d'accompagner les gens, de les coacher, de les tutorer, etc., pour qu'ils arrivent au niveau attendu. Et on prenait des géographes, des historiens, des médecins, des pharmaciens, enfin n'importe qui, quand je dis n'importe qui, n'importe quel cursus de formation pour rentrer dans cette démarche-là, on était capable de compenser pour les amener au niveau attendu en termes de compétences, même s'ils n'avaient pas le diplôme, parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. Et donc, la problématique des gens de la discrimination aujourd'hui, c'est qu'on est structurellement, et ça ne va pas s'arranger là ces prochains mois, dans des logiques de chômage, de taux de chômage très élevés. Et donc, à partir de là, les entreprises, elles sont très, 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 très exigeantes, en fait. Donc, elles disent, nous, ça nous arrive souvent, en fait, ça nous fait rigoler quand on nous dit ça, mais alors je le dis de manière caricaturale, c'est pas formulé exactement comme ça, mais il y a plein d'entreprises qui nous disent, nous, on est très ouverts à l'emploi des travailleurs handicapés, pourvu qu'ils ne soient pas handicapés. Oui. Voilà, donc on veut bien des profils différents, pourvu qu'ils soient pareils. On va
On va terminer là-dessus, oui. hein, Bon, effectivement. sur cette phrase. Merci beaucoup, Guy, en tout cas, pour cette collaboration. Vraiment, c'est une fierté, un honneur d'avoir pu te laisser, en tout cas, parler et échanger avec toi pendant cette heure et demie de webinaire. Merci à tout le monde d'être resté, pour ceux en tout cas là qui sont restés jusqu'au bout. Merci Stéphane d'avoir organisé et encadré la démarche. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous et nous ferons suivre donc certains éléments pour aller plus loin, notamment dans cette démarche. Et l'ensemble de l'équipe de TH Conseil et de l'école 3A reste disponible pour toutes vos questions et interrogations. Excellente journée, au revoir.